Bonjour et bienvenue à cette capsule numéro 10 du module 1. Cette capsule, la dernière du module 1, traitera d'une propriété mécanique très importante dans les alliages métalliques. Il s'agit de la ténacité des matériaux. Contenu de la capsule. Nous allons d'abord définir ce qu'est la ténacité d'un matériau. Puis, nous allons voir comment on effectue un essai Charpy V-Notch et ce que l'on peut faire avec les résultats. L'une des utilisations des résultats est de tracer la courbe permettant de trouver la température de transition ductile fragile. Finalement, quelques exemples de calcul sont inclus dans cette capsule. La définition de la ténacité est l'aptitude d'un matériau à résister à la propagation brutale d'une fissure. Que veut dire cette définition? Prenons cet exemple que vous allez rapidement comprendre. Je laisse tomber une bouteille en verre d'une hauteur de quelques mètres. Ensuite, supposons qu'on laisse tomber une canette en aluminium de la même hauteur. Selon vous, que va-t-il se passer? Lequel va se rompre et lequel va se déformer? Vous aurez deviné que la bouteille en verre va certainement se rompre, alors que la canette d'aluminium va simplement se déformer. La question qu'on doit se poser, c'est mais pourquoi? La ténacité des matériaux fait référence à la propagation des fissures. Plus un matériau est dit tenace, plus on le dit résistant à la propagation des fissures. Selon la théorie de Griffith, il existe deux conditions pour qu'une fissure se propage dans le matériau. La première est une condition énergétique, c'est-à-dire que pour toute contrainte, il existe une fissure d'une certaine longueur, et si nous avons cette contrainte et cette longueur critique de fissure, la fissure va pouvoir se propager dans le matériau. Le meilleur modèle théorique retenu relie donc la longueur critique de fissure symbolisée par AC avec les paramètres tels le module de Young, l'énergie de rupture Gc, la contrainte nominale et π, qui est un facteur qui provient du modèle. Il existe une deuxième condition. C'est une condition mécanique cette fois. Il faut donc que la contrainte en tête de fissure soit supérieure à la résistance mécanique. Si les deux conditions sont réunies, alors il y a rupture catastrophique de la pièce. Qu'est-ce que le facteur d'intensité de contrainte? Eh bien, à partir de la relation que nous avons montrée à l'acétate précédente, on isole la contrainte nominale. On extrait donc la racine carrée du numérateur et du dénominateur. Cela fait, on substitue l'expression racine du module de Young multiplié par l'énergie de rupture par Kc, qui est le facteur d'intensité de contrainte. On obtient une expression simple pour le facteur d'intensité de contrainte. Kc est égal à la contrainte nominale multipliée par la racine de πa. A étant la longueur du défaut, sigma étant la contrainte nominale appliquée, Kc le facteur d'intensité de contrainte. Chaque matériau possède donc un facteur d'intensité de contrainte qui équivaut à racine du module de Young multiplié par l'énergie de rupture. Pour chaque valeur de Kc du matériau, on peut calculer soit la contrainte critique connaissant la longueur du défaut. Par exemple, si nous savons qu'à l'intérieur du matériau il y a un défaut d'une certaine longueur, on peut calculer la contrainte critique qui va entraîner une propagation brutale des fissures et donc la rupture catastrophique de la pièce. Aussi, on peut calculer la longueur de fissure critique AC connaissant la contrainte sigma nominale, c'est-à-dire la contrainte appliquée. Effectuons un exemple. Nous avons un acier, toujours notre fameux acier 10-20, qui est un acier bas carbone, à 0,2% carbone, qui a été laminé à chaud, et cet acier a un Kc de 140 mégapascales, mètre exposant une demi. On demande de calculer la longueur de fissure maximale si la contrainte nominale est de 300 mégapascales en service. Utilisons notre relation et isolons le paramètre A juste ici. En substituant les valeurs dans l'équation, nous avons donc 140 du côté gauche et 300 MPa multiplié par racine de πa du côté droit. Il nous faut isoler le paramètre A. Exercez-vous sur une feuille de papier et vous devriez être en mesure d'obtenir l'expression suivante. Le calcul de votre paramètre A, qui est la longueur critique de fissure, est de 0,069 mètres. Il faut se rappeler ici que les unités sont des mètres exposant une demi,
que nous allons mettre au carré dans le membre de gauche de l'équation. Regardez ici, les mégapascales vont se simplifier. Donc, nous allons bel et bien obtenir des mètres. Ramenons cette valeur en centimètres. Eh bien, 0,069 mètres, c'est 6,9 cm. Si vous regardez les tables, vous allez vous rendre compte que la résistance mécanique du 10-20 est de 380 mégapascales. En service, si nous avons une contrainte de 300 mégapascales, on pourrait tolérer un défaut allant jusqu'à 6,9 cm. Évidemment, il y a d'autres facteurs à considérer. Il y a la température en service, il y aurait aussi la vitesse de mise en charge. Vous conviendrez avec cet exemple que 6,9 cm de défaut, c'est énorme dans un matériau. Mais c'est parfaitement explicable avec le facteur d'intensité de contrainte qui est de 140 mégapascales mètre exposant une demi. Petite analyse de l'exemple 1. En service, si la contrainte est de 300 MPa, on pourrait tolérer un défaut de 6,9 cm. Il y a des limitations. Ce n'est valide que pour des pièces minces dont la surface est grande, ce qui veut dire que le rapport surface sur épaisseur est très très grand. Par exemple, pour des plaques et des tôles. Le facteur d'intensité de contrainte dépend de la température en service et de la vitesse de mise en charge. Il faut bien comprendre que si la température en service est très basse, par exemple moins 40 ou moins 50 degrés Celsius, c'est beaucoup plus difficile pour les dislocations de se mettre en mouvement. Quant à la vitesse de mise en charge, il faut comprendre que si cette vitesse de mise en charge est très très rapide, l'énergie n'aura pas le temps de se dissiper dans le matériau. En gros, le matériau n'aura pas le temps de se déformer et donc il va y avoir rupture catastrophique. Le schéma mis au point pour être en mesure de calculer le KC est représenté à droite. Nous avons une plaque ou une tôle sur laquelle nous avons pratiqué deux orifices, ce qui va nous permettre d'étirer la plaque. Au préalable, nous avons créé une petite entaille juste ici. Cette entaille se termine en pointe de triangle, juste ici. En tirant de façon opposée sur cette plaque ou cette tôle, la fissure va se propager lentement mais sûrement dans le matériau. Lorsqu'elle va atteindre une certaine longueur critique, la fissure va se propager jusqu'à l'extrémité du matériau. C'est ce que vous voyez, le prolongement ici en vert. Lorsqu'on parle de rupture catastrophique, on parle de rupture très très rapide. C'est de l'ordre du centième de seconde. Nous abordons maintenant un autre chapitre. Il s'agit ici de mesurer la ténacité. Eh bien, pour mesurer la ténacité d'un matériau, on évalue la quantité d'énergie que peut absorber un matériau avant d'entraîner la rupture définitive. L'essai Charpy-Vinotch ou ISOD sont les deux essais utilisés. Vous voyez à gauche un exemple d'éprouvette destiné à un essai Charpy ou un essai ISOD. Les échantillons ont généralement 10 mm par 10 mm et c'est la longueur de l'échantillon qui change. Pour Charpy, elle est de 55 mm et pour ISOD, elle est de 75 mm. Dans le cas de l'essai Charpy, l'entaille est pratiquée au centre de l'échantillon. L'impact causé par la descente rapide d'un pendule va se produire en plein centre de l'échantillon. Pour ce qui est de l'essai ISOD, l'empreinte est décentrée. La section inférieure est plus longue et l'impact aura lieu sur la section supérieure de l'échantillon. Dans les deux cas, l'impact vise à causer la rupture de l'échantillon. Suite à l'impact, on va mesurer l'énergie que l'échantillon a absorbée avant de se rupturer. Vous voyez ici l'appareil permettant de faire l'essai Charpy-Vinotch. Vous avez d'abord le pendule, juste ici, et c'est ce pendule que l'on va remonter jusqu'en haut. Et vous voyez ici, il y a un petit loquet pour le maintenir bien en place. On va desserrer le loquet. Le pendule va descendre rapidement et l'échantillon va avoir été préalablement installé. Le cercle que vous voyez ici en acier est gradué. Il y a une flèche ici qui va remonter et qui va indiquer l'énergie que l'échantillon a absorbée. Plus le matériau est fragile, moins l'échantillon va absorber d'énergie. Plus l'échantillon est ductile, plus il va absorber d'énergie. Et en absorbant cette énergie, il va ralentir le pendule. Donc, le pendule va grimper moins haut. Avant de poursuivre, on va faire un petit retour sur l'essai de traction. Nous avons vu qu'avec un essai de traction sur un matériau, il se produit une certaine déformation plastique, voire une striction sur l'échantillon.
Plus il y a d'allongement à la rupture, plus il y a de striction, plus il y a de ductilité, c'est-à-dire que le matériau tolère une plus grande déformation plastique avant de se rompre. Lorsque le matériau se déforme plastiquement, ce sont les dislocations qui se mettent en mouvement et une quantité d'énergie mécanique est dissipée dans le matériau sous forme de chaleur. Si vous prenez un spécimen de traction, tout juste après sa rupture, vous allez constater qu'il est très chaud. Et croyez-moi, il y a de quoi se brûler. C'est donc dire que l'énergie mécanique s'est dissipée dans le matériau sous forme de chaleur. Lorsque vous reprenez votre courbe de traction et que vous vous affairez à calculer l'air sous la courbe, c'est le GC que vous allez calculer. Et le GC, c'est l'énergie de rupture en kilojoules par mètre carré. Le produit racine du module de Young fois GC, c'est le KC. Que faut-il donc comprendre? Il faut comprendre que lorsque le GC augmente, le facteur d'intensité de contrainte augmente aussi. Donc, puisque le GC traduit la ductilité, si la ductilité augmente, le facteur d'intensité de contrainte augmente aussi et la ténacité du matériau augmente aussi. Pour bien caractériser la ténacité d'un matériau, on répète les essais Charpy pour différentes températures. Par exemple, pour un acier 10-20 normalisé à 870 degrés Celsius, des essais ont été effectués à moins 30 degrés Celsius, à 10 degrés Celsius, 65 degrés Celsius et 150 degrés Celsius. Pour chacune de ces températures, l'énergie absorbée par l'échantillon durant l'essai va varier. On trace ensuite une courbe en mettant en abscisse la température et en ordonnée l'énergie. Ce type de graphique est très utile. Il nous permet d'identifier la température de transition ductile fragile. Il y a deux méthodes pour déterminer la température de transition ductile fragile. La première, c'est de se prendre une température de référence, par exemple 0 degré Celsius, et de regarder sur l'axe vertical quelle est l'énergie absorbée par l'échantillon. Dans le cas présent, nous aurions environ 20 joules. On dirait donc qu'à 0 degré Celsius, l'énergie absorbée par l'échantillon Charpy est de 20 joules. La deuxième méthode est différente. Si vous regardez l'allure de la courbe tracée en bleu sur le graphique, on distingue deux plateaux, soit un plateau supérieur, juste ici, et un plateau inférieur, juste ici. L'idée est de tracer deux droites horizontales, l'une pour chacun des plateaux, et d'aller chercher le point milieu. Dans le cas présent, le point milieu serait autour de 48 joules. On trace ensuite une droite horizontale à 48 joules et on observe l'intersection entre la droite horizontale et la courbe des énergies absorbées pour les différents essais Charpy. On regarde la température sur l'axe des X et on obtient environ 50 degrés Celsius. La température de transition ductile fragile avec la méthode 2 est donc de 50 degrés Celsius pour une énergie de 48 joules. Lorsqu'on effectue une conception, il est courant d'utiliser l'une ou l'autre de ces méthodes, car en conception, on peut devoir fixer une énergie absorbée minimale. Tous les métaux n'ont pas la même limite de transition ductile fragile. Si on veut comparer deux alliages ensemble, on doit tracer leur courbe en tenant compte des résultats de nos essais Charpy. On peut par la suite procéder à l'identification de la limite de transition ductile fragile et procéder au comparatif. Dans ce tableau, vous avez à titre de référence plusieurs facteurs d'intensité de contrainte. Ces données sont fournies à titre indicatif. Elles seront utilisées dans le cadre d'exercices. Il se peut donc que vous ayez à y faire référence. Simplement retenir que ce tableau est disponible dans cette capsule et dans les notes du cours Alliage métallique, un cours de la 3e session. Faisons un résumé de notre capsule sur la ténacité. Nous avons vu que la ténacité est mesurée par la quantité d'énergie nécessaire pour entraîner la rupture d'un échantillon. Pour ce faire, on peut utiliser l'essai Charpy, que nous avons abondamment décrit, ou encore l'essai Isode. Les matériaux fragiles, comme le verre, la céramique, ont une très faible ténacité. En cas de choc brutal, il y a transmission élastique des déformations. Il faut se rappeler que dans ces matériaux, les dislocations ne sont pas mobiles. Donc, toute l'énergie transmise lors du choc
se transmet à l'intérieur du matériau et la contrainte locale peut dépasser la limite de résistance. C'est ce qui explique la rupture catastrophique rapide des matériaux fragiles. Pour les matériaux ductiles, la ténacité est généralement supérieure, car les dislocations sont mobiles, ce qui absorbe de l'énergie. C'est précisément ce que vous faites lorsque vous effectuez un essai Charpy. Vous créez une amorce de fissure sur un échantillon, puis vous appliquez une force énorme, car le pendule est 1000 fois plus lourd que l'échantillon. De plus, il se déplace à une très grande vitesse. Plus l'échantillon est ductile, plus les dislocations vont se mettre en mouvement lors de l'impact du pendule avec l'échantillon. Plus l'échantillon est en mesure d'absorber de l'énergie, plus il est tenace. Vous voyez le raisonnement? Quelques règles du concepteur pour terminer. Si la résistance mécanique est le premier critère et qu'on l'augmente en bloquant les dislocations, par exemple en modifiant la microstructure, la ténacité va diminuer drastiquement. Si la dureté augmente, la ténacité diminue aussi. Si la limite élastique augmente, la ténacité diminue aussi. Le concepteur doit donc en tenir compte, car si le facteur de sécurité en résistance mécanique doit augmenter, le facteur d'intensité de contrainte du matériau peut diminuer de façon importante. Il y a toujours cette question de compromis qui doit trotter dans la tête du concepteur. Ce sera peut-être vous, un jour, qui serez confronté à cette situation. C'est déjà la fin du module 1. Vous êtes passé au travers de toutes les capsules. Vous devez maintenant compléter vos séries d'exercices sur NetQuiz Pro, les séries d'exercices qui s'adressent au module 1. À cet effet, je vous demanderai de réécouter la capsule donnant les instructions à suivre avant d'effectuer vos exercices. Merci et à bientôt!